Salut, bonjour, bonsoir, bon matin, bon après-midi, tout dépend. Je m'appelle Patrick, je suis ton concitoyen, je suis un Varennois. Je fais aussi partie de la race des confinés, tout comme toi, ce qui nous fait déjà 2 points communs, ce qui est quand même excellent comme point de départ. J'imagine que si tu es là à me regarder confortablement assis dans ta demeure, c'est que tu as un intérêt probablement marqué pour les voyages, ce qui nous fait 3 points en commun. Donc voilà, moi je pense qu'on est vraiment bien parti. D'ailleurs, as-tu un problème avec le fait que je te tutoie? Parce que moi, avec la distanciation sociale, si je peux gruger un 30 cm en te tutoyant, ça ferait bien mon affaire. Surtout que là, je suis en train de faire un monologue, j'ai pas ton feedback, j'ai pas ta rétroaction. Puis moi, parler tout seul, non, je suis capable de parler tout seul quand même un bon bout, là. Des fois, ça bouillonne un petit peu là-dedans. Donc on est consentant, je peux te tutoyer. Alors ça va être facilitant pour moi, je vais me sentir plus près de toi et vice-versa. Évidemment, si on se croise au IGA ou dans une ligne d'attente à la pharmacie, si je te regarde pas et que je te souris pas, prends-les pas personnel, c'est que je suis pas au courant que tu me regardes. Et si jamais tu t'adresses à moi puis que je te vouvoie, c'est pas que je veux me distancer socialement de toi, c'est juste que je suis un petit gars bien élevé. C'est clair pour tout le monde. Dernièrement, on m'a approché pour faire une capsule touristico-informative, en tout cas expérimentale, pour parler de voyage. En effet, c'est une de mes passions de voyager, tout comme toi sans doute. Je savais pas trop quelle formule prendre dans la perspective d'un monologue. J'aime bien l'interaction. J'avoue qu'un Facebook Live aurait été super intéressant. J'aurais pu avoir tes questions, j'aurais pu répondre. Et donc là, je dois un peu trouver une formule qui va t'intéresser. Évidemment, des idées, j'en ai plein. Est-ce que je t'amène en voyage en photo? Est-ce que je t'amène en vidéo? Évidemment, je vais t'amener en anecdote, je vais te raconter des moments vécus. Peut-être que je te refilerai quelques trucs en cours de route. Peut-être aussi que j'aurai quelques suggestions. Non, pas peut-être. J'aurai plusieurs suggestions de lecture à te proposer si jamais tu veux un jour voyager par procuration, parce que là, c'est à peu près ça qu'il nous reste à faire, voyager par procuration. Et j'ai décidé de prendre comme base, comme point de départ, un récit de voyage que j'ai publié en 2018, en janvier 2018. Tu peux le retrouver à notre superbe bibliothèque high-tech ici à Varennes, donc il est disponible. Donc ce que je te propose, c'est de partir de ce voyage-là que j'ai fait. C'est un voyage que j'ai fait pendant 6 mois. On est parti avec un billet aller simple pour New Delhi. Puis on a basculé dans l'aventure la plus sublime qui pouvait se présenter à nous. 6 mois d'aventure, d'inattendu et d'expériences de toutes sortes. Et puis, donc, c'est ce que je te propose aujourd'hui. Je vais t'amener en Inde, je vais t'amener en Thaïlande, je vais t'amener au Laos, je vais t'amener au Vietnam, je vais t'amener au Cambodge, je vais t'amener un petit peu en Malaisie, à Singapour, je vais t'amener à Bali et je vais t'amener fort probablement aussi au Bhoutan. Le Bhoutan, c'est un autre voyage que j'ai fait et que j'ai eu, peut-être que tu as entendu parler d'ailleurs d'un film, dans le fond un documentaire que j'ai fait aussi dans le cadre des aventuriers voyageurs. Les aventuriers voyageurs, en fait, c'est un peu l'équivalent des grands explorateurs. Donc, ils présentent à peu près une dizaine de films par année depuis déjà 11 ans dans plus de 70 cinémas à travers le Québec. Donc, c'est un film que j'ai présenté aussi à l'hiver 2018 et que tu peux toujours revisionner si ça t'intéresse sur le site des aventuriers voyageurs. Je vais te mettre le lien également si jamais ça t'intéresse. Ils font la location, je pense, pour 7 $. Alors, si tu as envie de te transporter dans le contrefort de l'Himalaya pour 77 minutes au Bhoutan, c'est un royaume hallucinant, je t'en parle plus tard. Mais bref, le Bhoutan, je te souhaite ça un jour. Alors voilà, fait que j'espère que ça te convient. Moi, ça me convient en tout cas. Bon, évidemment, je ne serai pas là pour te parler du voyage en sac à dos sur toutes ses coutures. Mais ce que je peux te dire assurément, c'est que pour partir 6 mois comme ça, il faut être capable de... Évidemment, on part dans notre sac avec un minimum de 4 jours de vêtements. Évidemment, on part avec tout ce qui est cosmétique, avec tout ce qui est produits d'hygiène de base, là, hein, et une certaine trousse de médicaments usuels. Sinon, pour le reste, je te dirais que c'est important de traîner quelques tubes d'humilité, beaucoup de curiosité, énormément de respect, quelques sachets de vigilance, parce que tu n'es pas chez vous, hein, tu voyages un peu partout. C'est important de faire confiance tout en étant sur ses gardes, je dirais, un beau mélange de tout ça, mais ce genre de beat-là se prend assez vite, je te dirais. Ce que je dirais aux gens, c'est évidemment de ne pas faire l'inventaire de toutes les peurs. Les peurs, ça nous empêche de boucler notre sac. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Je pense qu'elles sont normales, ces peurs-là. Il faut être capable de les considérer. Mais si tu te mets à faire l'inventaire des peurs, oublie ça.
Moi, j'ai le goût de te dire, tu prends tes peurs, tu les mets dans une poche en arrière de ton sac à dos, tu n'as rien qu'à pas zipper la poche. Puis plus tard, tu feras cet inventaire-là sur une plage de Malaisie, un soir de coucher de soleil extraordinaire. Puis j'ai le goût de te dire par expérience que la plupart du temps, quand tu arrives sur la dite plage de Malaisie, ben la poche de peur est vide. Parce que ces peurs-là, ils ont tombé en chemin. Puis bon, là, tu tombes en deuil, évidemment, tu n'as plus de peur à inventorier. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu te commandes une bière, tu bois ton deuil, tu regardes le soleil se coucher sur une plage de Malaisie. Même chose, les gens vont me dire ouais, mais pour quelle raison tu pars? Même affaire. Si tu te mets à faire l'inventaire des raisons de partir pour te convaincre de partir, fort probablement que tu ne feras jamais le tour vraiment. Puis j'ai le goût de te dire, encore une fois, les vraies raisons de partir, c'est sur la route que tu vas les rencontrer, en fait. Les vraies raisons de partir. Puis c'est souvent des raisons que tu n'aurais pas soupçonnées. Hein? Que ce soit dans une rencontre avec quelqu'un d'extraordinaire, que ce soit... Bon, je vais donner un exemple. Tu t'en vas à Agra, la ville du Taj Mahal en Inde, je vais en parler tantôt. Moi, ça m'est arrivé de faire face à un arrière-train de chameaux en plein milieu des rues. Tu vas me dire, un chameau, c'est gros, tu ne l'as pas vu. Puis tu vas me dire, faire face à un arrière-train, déjà là, c'est assez loufoque. J'en conviens avec toi, je te l'accorde. Mais en même temps, si je te raconte ça, je te raconte pas la beauté du Taj Mahal. Ça, c'est inévitable. Mais je vais te raconter bien plus la fois où j'ai rentré dans le derrière d'un chameau parce que je ne regardais pas, parce que j'étais complètement hypnotisé. En fait, j'étais complètement envahi. Parce qu'en Inde, quand tu vas là, tu es envahi de toutes parts. Hein? Tous tes sens sont en éveil, tes sens sont sollicités au maximum. Quand tu te couches le soir en Inde, tu es brûlé. Bon, évidemment, je ne suis pas un guide de voyage, je n'accompagne pas de groupe, je ne travaille pas pour aucune agence quelconque. Vraiment, je te partage aujourd'hui des expériences qui sont très personnelles. Je te partage un vécu qui est à la limite intime. Quand on investit pour voyager, c'est qu'on investit dans une banque de feeling, on investit dans une banque de ressentis qui sont là pour la vie. Dans des moments difficiles de la vie, comme là, actuellement, on est confiné, on est limité, ben j'ai des milliers de refuges en dedans de moi, dans ma tête, dans mon cœur, dans mon esprit, qui me permettent de m'évader juste par le souvenir. Donc, c'est vraiment un investissement qui vaut la peine. Vraiment. En principe, quand on va en Asie, moi je dis toujours 3 semaines, c'est pas mal le minimum. Si tu calcules ton voyagement pour aller, ton voyagement pour revenir, avec les escales, on peut supposer que tu peux perdre à peu près entre 2 et 3 jours de transport, d'acclimatation, en lien avec le décalage horaire, évidemment. Donc, 3 semaines, c'est vraiment un beau minimum, j'ai le goût de te dire. La durée d'un voyage importe peu quand vient le temps d'apprécier la beauté du monde. Tout va dépendre du regard que tu vas poser sur les choses. Puis c'est ce regard-là qui va déterminer l'empreinte que ces choses-là vont laisser en toi. Je te sens sur le bout de ton divan, de ta chaise, à te dire, il décolle-tu ou il décolle pas? Mais en même temps, parler de voyage, ça fait partie un peu de ça aussi. Il faut parler des préparatifs, il faut parler de pourquoi on part, il faut parler aussi des craintes qu'on a, il faut parler de tout ça, je pense, parce que sans quoi, en fait, on reste assis chez nous et on sortira jamais. Let's go, on part, je t'amène en Inde immédiatement. L'Inde, c'est un pays, comment dire, t'es jamais prête pour partir en Inde. Attends pas, si tu attends d'être prête pour partir en Inde, je pense que tu partiras jamais. L'Inde, c'est immense. Nous, on a passé au départ 1 mois et on a fait une boucle au nord. Ça revient quasiment à dire, c'est comme si j'allais chez toi, puis que je visitais juste le vestibule pendant 1 mois, puis je sortais de chez toi, puis il me restait encore toute ta maison à visiter. C'est à peu près ça, l'Inde. Si tu as à découvrir l'Inde dans une vie, je me demande si tu as assez d'une vie, en fait, à moins que tu y consacres vraiment toute ton énergie, tout ton argent et toute ta vie, justement. Mais il reste que l'Inde, comme je disais, donc on n'est jamais prête pour ça. Alors, donc, je me prépare avec des guides, mais je me prépare aussi avec des récits. Pourquoi? Parce que les récits, c'est faire la lecture du vécu de l'autre. Il y a autant de voyages, je pense, qu'il y a de voyageurs. Et il y a autant de voyageurs que de façons de voyager. Et il y a autant de façons de voyager que d'expériences personnalisées. Peut-être que tu es déjà allé en Inde ou dans d'autres pays que je te présente aujourd'hui, puis tu as peut-être vécu ça complètement différemment. Mais c'est la beauté de la chose. Moi, quand je lis un récit, que je ne sois jamais allé à l'endroit ou que j'y sois déjà allé, à chaque fois je redécouvre ou je découvre à travers l'œil de quelqu'un d'autre,
à travers le vécu de l'autre, à travers le cœur de quelqu'un d'autre. Et ça me permet de me préparer, de me composer une petite palette de ressentis potentiels, tu sais, avant de partir. Donc, je sais un peu à quoi m'attendre, mais sans trop savoir à quoi m'attendre. Donc, on est parti de Montréal jusqu'à Munich, un 7 heures de vol environ, avec une escale d'à peu près 4 heures, pour ensuite repartir pour un autre 7 heures jusqu'à Delhi. Et on est arrivé donc au petit matin, à 7 heures le matin. Et puis, ce qu'on entend beaucoup de l'Inde avant de partir, c'est souvent l'odeur. Hein, tu vas voir, il y a une odeur là-bas, il y a une odeur, c'est spécial. En effet, il y a une odeur, puis c'est spécial. Mais il n'y a pas de quoi en faire une syncope nasale quand même. Il ne faut pas bouder le voyage pour ça. Mais je vais te lire justement un petit extrait. Si tu permets, je vais te lire des extraits. Peut-être ça va te donner le goût de lire ça. Dès la sortie de l'aéroport, une odeur envahit les narines et fait friser les quelques poils censés les protéger. Je ne porterai pas cette fragrance ambiante au quotidien, mais il n'y a cependant pas à quoi en faire une syncope nasale. Tu vois comment je connais Maurice par cœur. J'ai parlé de syncope nasale avant de lire l'extrait. Je pourrais donc la décrire comme suit. Un mélange d'effluves de peau d'échappement, d'odeurs de soudure, de boucanes de feu, d'encens et d'urine, mais davantage de métal brûlé. En fait, c'est comme se retrouver dans l'atelier d'un soudeur hindou qui, cigarette au bec, urinerait sur sa torche pour l'éteindre à la fin d'une grosse journée de travail. Sueurs acides ensuite. Essaye de dire ça rapidement. Sueurs acides ensuite. Donc l'odeur te frappe, mais rapidement, nous, on l'a vraiment intégré. On s'est dit, garde, c'est comme ça. Et là, t'embarques dans le taxi et là, tu dois t'abandonner au chaos. Le chaos, c'est le seul mot que je peux te dire. Le chaos de Delhi. Les règles sur la route, je pense que la seule règle qui prévaut, c'est absence de règles. Il y a un interstice, tu te faufiles dedans. Il y a une anfractuosité, prends ta place, sinon quelqu'un d'autre va la prendre. Ça tourne rapidement, one way, sens inverse, on coupe une vache, on coupe un chariot qui est traîné par des bœufs, on coupe quelqu'un en vélo, c'est pas grave, c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, on débarque dans Paharganj, qui est aussi appelé le Main Bazar, qui est un quartier un peu crade, je dirais, mais plus low budget, on va dire, pour les backpackers, donc c'est plus abordable. Et donc, Delhi, tu rentres dans ta chambre d'hôtel et là, tu regardes par la fenêtre et tu te dis est-ce que je sors? Quand est-ce que je sors? Nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait réservé un guide francophone pour les 4 premiers jours en Inde. L'idée, c'était de se donner la chance avec un guide qui parle pratiquement même québécois, qui n'est jamais sorti de l'Inde, mais qui parle québécois parce que lui, il accueille des Québécois depuis déjà 15 ans maintenant, même plus que ça. Et l'idée, c'était d'un peu saisir un peu les codes de l'Inde. Hein? Donc, on avait rendez-vous avec ce guide-là à 7 h le soir. Donc, entre 7 h le matin et 7 h le soir, si t'es bon en calcul, ça fait 12 heures. Fait que 12 heures dans une chambre en Inde, c'est assez long. Alors, on s'est dit go, on plonge. Puis, on s'est laissé aller. On a gravité dans les ruelles autour. Et pour aller un peu s'éprouver et vivre vraiment c'est quoi l'Inde dans les rues. Alors évidemment, je ne pourrais jamais te faire sentir les odeurs, te faire vivre ce feeling-là, mais c'est très chaotique. Évidemment, il y a plein de choses à faire à Delhi. Une des visites, moi, que j'ai beaucoup aimé, c'est la visite du marché. Attends, je vais retrouver ça dans mon livre, là. C'est le marché Kari Baoli dans le vieux Delhi. C'est un marché, c'est le plus gros marché d'épices au gros d'Asie. Tu rentres dans les ruelles, les espèces de gros sacs d'épices, dans les petites ruelles là, très très étroites. Tu circules, ça devient tellement envahissant que la gorge pas te pique, mais te gratte. Tu as le goût de tousser parce que l'odeur est trop forte, mais c'est enivrant comme c'est pas possible. Mais juste de se laisser aller par la marée humaine qui circule là-dedans, les sons, les clochettes de vélo qui veulent te faire tasser mais que tu n'entends pas parce que tu es complètement submergé de sons et d'odeurs et de couleurs. Bref, ce marché-là, c'est vraiment une expérience incroyable. Donc, de Delhi, on s'est dirigé par la suite vers Rishikesh. Je ne te cacherai pas qu'on avait besoin d'un peu plus d'air frais et d'air pur et d'espace après le chaos de Delhi, c'est un peu normal. Alors, on a fait à peu près un 250 km au nord, un peu plus vers le début des contreforts himalayens, donc Rishikesh. Peut-être as-tu déjà entendu parler de Rishikesh si tu es un amateur ou une amatrice de yoga, puisque Rishikesh, elle est surnommée la capitale du yoga. Donc, il y a plusieurs centres de yoga, plusieurs adeptes vont passer des séjours là à l'année longue, en fait, pour suivre des cours auprès de maîtres yogis. C'est un endroit, c'est une ville sainte, en fait, c'est une ville sacrée.
cherche pas d'alcool dans un magasin, t'en trouveras pas, achète-en avant d'arriver. C'est un endroit qui est très peace and love, qui est très détendu. C'est le genre d'endroit où tu prévois passer 3 jours, puis finalement tu t'es accroché les pieds à peu près une dizaine de jours. Le genre d'endroit où, après 2 jours, aller chercher ton petit café à la même place le matin, la madame te reconnaît et te fait sentir qu'elle te connaît depuis toujours. Puis toi, tu ressors en te disant, ben, je fais partie des meubles, j'ai un sentiment d'appartenance. Mais il faut dire qu'en voyage, ce genre de feeling-là revient souvent. Donc Rishikesh, c'est un endroit aussi où il y a beaucoup d'ashrams. Donc les ashrams, c'est des espèces d'endroits, des communautés spirituelles. Donc il y a des gens de partout dans le monde qui viennent vénérer leurs gourous. Qui eux aussi viennent d'un peu partout, qui sont directement indiens. Et puis moi, je suis allé vivre cette expérience-là du ashram une matinée. En fait, j'ai été invité par un vieux monsieur barbu qui m'avait quêté une cigarette la veille et qui m'avait pris en affection et qui m'a dit « Viens, je vais te présenter mon gourou. » Alors, moi, je me présente, je suis curieux et vraiment, je dois avouer que l'arrivée, donc la période où les gens sont en méditation un peu dans leur bulle, il y a quelques membres qui jouent de la musique, qui ont composé des musiques sublimes. Alors cette musique-là qui joue, les rayons de soleil qui rentrent dans la pièce, dans la grande pièce, je dois avouer que cet espace méditatif-là m'a vraiment plu, même si malheureusement je pratique pas la méditation, je devrais. Et à un moment donné, ben, tu as le gourou qui arrive, que tu connais plus ou moins. Donc les gens se lèvent avec beaucoup de respect. Essentiellement, le discours d'un gourou, ça demeure quand même des philosophies qu'on véhicule fort probablement déjà en nous. En tout cas, moi, je me suis reconnu dans certaines réflexions que j'avais déjà, des évidences, des vérités auxquelles j'avais adhéré depuis déjà longtemps. Mais je pense que certains gens ont besoin d'aller se faire remâcher ça dans d'autres mots, par d'autres gens qui ont peut-être plus de prestance, plus de charisme. Et puis, l'expérience n'en demeure pas moins intéressante. De là à passer une semaine, peut-être moins sûr, mais une bonne matinée, j'avoue que j'ai apprécié cette expérience-là. Ensuite, tu sors dans les rues, le soleil est là, le Gange qui traverse la rue, la ville de Rishikesh, le Gange, donc le fameux fleuve sacré en Inde. Et à cette hauteur-là, il est encore très bleu, très pur, puisque sa source est à quelques centaines de kilomètres un peu plus haut dans les montagnes, donc dans les Himalayas. Et on traverse le Gange par le pont Lakshman Jhula, qui est un pont qu'on traverse avec un certain recueillement, une certaine spiritualité. Et j'ai le goût de te dire, en Inde, partout en Asie en fait, que tu sois croyant ou pas, que tu t'intéresses à la religion, aux philosophies bouddhisme, à l'hindouisme, à la religion bande, quoi que ce soit, c'est impossible de rester imperméable à cette espèce d'énergie, à cette espèce de vibe-là qui circule. Le quotidien est empreint de rituels. Du matin au soir, c'est ritualisé. Il y a une connexion avec le cosmos en Inde qui est hallucinante. Et donc, tu te laisses emporter par ça, tu n'as pas le choix. Et ça vient rajouter à ton expérimentation de l'endroit. Ça t'amène à réduire ton rythme, à réduire ta cadence, à être peut-être à la limite, dans mon cas, plus oisif. Donc, je suis devenu errant. Je suis quasiment devenu un sadhu. C'est là aussi, d'ailleurs, que j'ai eu mon premier contact avec les sadhus. Donc, le soir, ils se font des feux dans les rues, tu t'approches, on se regarde, on se réchauffe parce que le soir, ça devient frais, humide. Donc, il y a vraiment quelque chose de mystique dans cet endroit-là. D'ailleurs, Rishikesh, c'est l'endroit aussi où les Beatles, dans les années 60, si ma mémoire est bonne, donc en tout cas, sont allés dans leur passe hippie, sont allés se recueillir dans un ashram, donc pour méditer, pour créer. Et je crois que c'est l'album blanc qui est ressorti de cette vibe méditative, créative-là. Donc l'ashram, évidemment, il est laissé à l'abandon, mais d'aller se promener là, puis d'aller imaginer que les Beatles étaient là un jour, ça rajoute un peu à l'expérience aussi. Donc Rishikesh, vraiment, je te souhaite ça un jour, c'est vraiment hallucinant comme endroit. Par la suite, on est parti et on s'est dirigé donc en taxi, on s'est loué un petit taxi pour nous deux, qui n'est pas très cher, mais qui est, je pense, plus sécuritaire qu'en autobus, puisque rendu au nord de l'Inde, on circule vraiment à flanc de montagne. Et vraiment, les précipices, c'est plusieurs centaines de pieds. Donc, il n'y a pas de garde-fou. Donc, des fois, on croise des camions de ciment. C'est très juste. Les pneus là, qui sont vraiment là, au ras, le vide, en fait. Et donc, tu fais 300 km, comme là, de Rishikesh à Shimla. On a fait comme 300 km en 8-9 heures. Donc, c'est très épuisant comme trajet. Au-delà que le paysage est hallucinant,
tu restes quand même toujours stressé. Tu tiens le banc du chauffeur, des fois tu lui tiens la tête pour qu'il comprenne qu'il ralentit un peu. Même lui, dans son lecteur cassette, les fameuses cassettes TDK 90 minutes, là, lui, à 90 minutes, le même mantra en boucle, sans arrêt, pendant 9 heures. Imagine-toi. Moi, je parle pas la langue, mais je le connaissais pas mal par cœur, puis je le récitais moi aussi. Puis à son rétroviseur, tu avais des amulettes de Shiva, Vishnu et Ganesh. J'ai le goût de te dire que tu t'en remets à Shiva, Vishnu et Ganesh, même si c'est en plastique, tu te mets à croire au plastique. T'espères arriver à bon port en un morceau. Est-ce que je le ferai demain matin? Peut-être, mais en tout cas, je suis content de l'avoir fait au moins une fois dans ma vie. Alors, on est arrivé donc à Shimla. Shimla, on est resté 48 heures environ. C'est plus une halte qu'on s'est offerte. Une halte, un halte, une halte. Et puis, c'est une station tempérée, estivale, que les Anglais ont investi lors du régime britannique en Inde. Donc l'été, c'est très chaud en Inde, donc ils allaient dans les hauteurs un peu pour que ça soit plus frais. Donc c'est une ville qui est construite à flanc de montagne. Les rues sont comme vraiment en escalier. D'ailleurs, il y a beaucoup d'escaliers que tu montes et tu descends toute la journée. Tu repars de là avec des mollets de feu. Mais c'est juste se promener encore une fois, les marchés dans les rues, les montagnes au loin. Donc c'est vraiment un endroit qui est très charmant. Si tu passes par là, tu t'arrêtes à Shimla. Tant qu'à être là, arrête-toi. Par la suite, on est parti donc de Shimla pour se diriger encore une fois dans les petites routes sinueuses des montagnes de l'Inde jusqu'à la ville de Dharamsala. Dharamsala, tu as peut-être déjà entendu parler de cette ville-là, ou peut-être pas, mais c'est la ville où le Dalai Lama s'est réfugié lorsqu'il a été chassé de son pays, le Tibet, sous la pression et sous la présence chinoise. Donc en 1959, le Dalai Lama a donc fui par les Himalayas et s'est retrouvé donc en Inde, dans la ville de Dharamsala. Et d'ailleurs, le Dalai Lama a toujours sa résidence à Dharamsala. Et aussi beaucoup de moines tibétains et une importante diaspora tibétaine. Donc, tu es en Inde, mais tu as l'impression vraiment d'être au Tibet. Moi, je me suis installé dans la petite bourgade de McLeod-Ganj, qui est adjacent à Dharamsala, et avec en arrière-plan la chaîne du Dhauladhar, qui est une chaîne de montagne, encore une fois, là, des contreforts himalayens. Là, ça commence à être un peu plus haut à ce moment-là, donc un paysage enneigé, avec un soleil sublime. Tu regardes les sommets puis tu vois le vent au sommet, alors que toi dans la rue il fait très chaud, le soleil plombe, c'est vraiment génial. Tu as le goût de t'installer là juste pour être là, profiter de la vie, prendre un café. Et j'ai fait de la rencontre dans cette ville-là d'un moine qui s'appelle Bhagdro. Je vais t'en parler un petit peu parce que c'est vraiment une rencontre exceptionnelle que j'ai eu la chance de faire. Un ami à moi, Robert, qui voyage en Inde depuis plus de 30 ans, m'a dit « Tu dois absolument rencontrer ce moine-là. » Ce moine-là a été emprisonné par les Chinois, a été torturé par les Chinois puisqu'il a manifesté beaucoup contre la présence chinoise au Tibet. C'est un activiste. Et il a accepté généreusement de me rencontrer et de m'offrir, de m'accorder une entrevue filmée. Donc on est allé dans notre chambre d'hôtel, à moi et ma conjointe, avec Bhagdro, pour une entrevue filmée, que j'ai traduit en partie dans le fameux récit dont je t'ai parlé tantôt, mon récit d'Asie Live. J'en ai traduit une partie là-dedans. Je t'invite à te le procurer, ne serait-ce que pour ça, si jamais tu t'intéresses à toute cette histoire-là du Tibet. C'est vraiment très touchant. Et Bhagdro, qui a multiples talents, fait aussi des chants de gorge. D'ailleurs, si tu entends le petit chant de gorge, le petit raclement là, derrière moi, là, ben ça c'est des chants de gorge de Bhagdro. Et d'ailleurs, il m'a donné des cours et puis je pense que j'ai quand même pogné la twist assez vite. Je te laisse regarder ça. Donc, c'était Bhagdro, une rencontre comme il s'en fait très peu dans une vie. Je me sens vraiment privilégié d'avoir rencontré ce type-là. Une des nuits à McLeod-Ganj, exceptionnellement, il y a eu un tonnerre pendant toute une nuit, des éclairs. Le lendemain matin, on s'est levé avec plusieurs pieds de neige, une tempête incroyable. Et les gens locaux m'ont dit que ça faisait peut-être 7 ans qu'ils n'avaient pas vu une chute de neige aussi importante, à un tel point que le lendemain,
Ils ont cessé toute activité électricité coupée puisque la neige pèse sur les fils. Et donc, pour éviter des courts-circuits, des incendies. Donc, ça devient une journée pédagogique, une journée de tempête comme on en a connu dans notre tendre enfance. Et lancer des balles de neige, c'est universel. Et puis les Indiens et les Tibétains se sont donnés à cœur joie dans les rues. Alors, il fallait vraiment être sur nos gardes. Et comme je ne m'en laisse pas imposer, j'ai décidé d'aller au front et de me battre avec eux dans cette ultime guerre de balles de neige, cette ultime guerre des tucs. Je te laisse regarder d'ailleurs une petite vidéo que j'ai mis en ligne sur YouTube. Regarde ça. Fait que là, c'est la guerre des tucs au Tibet, Madharamsala. Là, je m'en vais vraiment mettre à risque. Je m'en vais en plein milieu. Je m'en vais créer l'euphorie, j'espère. Je vais-tu sortir vivant? Je sais pas. Je vais remettre dans le milieu. Je vais donner le target de tout le monde. Je deviens un enfant maintenant. Watch out. Bonne chance, Chou. You're gonna make his movie? Yes. Everybody gonna hit him, huh? Oh my Cette fameuse bataille de balles de neige-là a fait parler, tu comprendras, dans cette petite bourgade. Et le lendemain, les gens m'accueillaient pour boire le thé parce que les gens me reconnaissaient. Alors voyez-vous, c'est une façon que j'ai, moi, de rentrer en contact avec les gens des fois. Je pense pas que c'était risqué comme approche. Les gens ont trouvé ça intéressant, ont vraiment aimé. Et puis, moi, c'est ce que je recherche quand je voyage, ce genre d'événement-là, ce genre de contact-là qui sort de l'ordinaire et qui reste gravé là et là pour très, très, très longtemps. Je t'en parle d'ailleurs encore aujourd'hui. Quand je te disais tantôt que les vraies raisons de partir, c'est sur la route qu'on les rencontre, ça, c'en est un exemple que je trouve important. Et donc, vraiment, moi, c'est ce qui me nourrit beaucoup et c'est ce que je recherche, cette espèce de contact-là, cette espèce de, je sais pas, de créer quelque chose dans des endroits comme ça, avec beaucoup de respect évidemment, et ça donne lieu à des rencontres formidables. Et ce qui est intéressant au nord de l'Inde, c'est que j'ai touché un peu à toutes les religions, hein, l'hindouisme, le bouddhisme, et là, de Dharamsala, on s'est dirigé plus vers le sud, vers la ville d'Amritsar. Là, on est dans la province du Punjab, on est vraiment à la frontière du Pakistan, littéralement. Et la communauté sikh se trouve là, dans le Punjab. La communauté sikh, en fait, si je te dis Jagmeet Singh,
donc l'ancien candidat là, aux élections fédérales dernièrement, donc avec le gros turban. Donc ça, c'est la religion sikh. Et principalement, on va à Amritsar pour une chose, c'est le temple d'or, donc le Golden Temple, qui est le temple sacré de la religion sikh. Donc ça vaut vraiment le détour d'aller vivre cette expérience-là. Donc on est resté à peu près 24 heures à Amritsar. Par la suite, de Amritsar jusqu'à la fin de notre séjour en Inde, donc on voulait vraiment revenir sur nos pas pour se rendre ultimement à Calcutta pour prendre un vol vers la Thaïlande. Donc, de Amritsar, on s'est dirigé vers Agra par un train de nuit. Donc là, les trains de nuit, je dois te dire, c'est une expérience en soi. C'est vraiment dépaysant, mais il faut vivre ça. Nous, on a fait à peu près 3 trajets qui variaient entre 13 et 16 heures chaque, sur à peu près un 8 jours, 8-9 jours environ, au total. D'abord, tu achètes ton billet, ça prend tout pour acheter ton billet. Il faut vraiment que tu sois allumé pour acheter ton billet. Et une fois que tu es sur les quais en attendant ton train, évidemment, des touristes, il y en a en Inde, mais il y a des endroits où on n'est pas beaucoup. Et les Indiens, eux, ont cette capacité-là de s'attrouper autour de toi juste pour t'observer. La distance sociale, eux autres, ben là, aujourd'hui peut-être, mais à cette époque-là, pas tant. Moi et Mélissa, on était assis, donc on regardait nos guides de voyage en attendant le train. Alors, encore une fois, je te lis un extrait de mon récit, si tu permets. Alors, on lève la tête de notre guide et un attroupement d'Indiens autour de nous. Ils nous regardent. Pourtant, rien de spécial. Entre eux, certains se regardent nous regarder. Je regarde un homme qui regarde son voisin regarder Mélissa qui, elle, espère que je la regarde pour me dire avec son regard « Le vois-tu me regarder? Regarde-le me regarder pendant que les autres te regardent. » Je la regarde pour lui signifier que je vois bien que tout le monde nous regarde. Ne reste qu'à les regarder, les regarder, pendant qu'ils nous regardent, les regarder. Et je termine en disant « Pas besoin de nez de clown, pas besoin de savoir jongler ou cracher le feu. Quand on voyage en Inde, nul besoin d'être amuseur pour avoir un public. » Alors, il ne faut vraiment pas que tu te sentes intimidé dans ce genre de situation-là. Encore une fois, c'est une expérience qui est géniale, qui est particulière, mais qui est géniale. Donc, on rentre dans les trains. Les trains de nuit, là, c'est une série d'arrêts et de départs et d'arrêts et de départs où tu finis jamais vraiment par t'endormir complètement. Nous, on était dans une 3e classe air conditionné. Donc, la 3e classe, c'est 2 lits, 2 lits, 2 lits. Air conditionné, c'est une fan poussiéreuse qui menace à tout moment de m'attraper le chignon et de me déchiqueter ça. Alors, et nous, on s'est vraiment retrouvés en haut et en bas, les lits se montent un peu comme des tables à langer. Et là, les familles indiennes s'installent avec leur repas. Nous, quand on regarde sur notre billet, le repas est inclus. Et là, je me dis, si des Indiens amènent leur repas dans le train alors qu'il est inclus dans ton billet, je pense qu'on va se rabattre sur nos bars repas. On se traînait toujours des petites barres repas. Ça, c'est un truc que je te donne. Des petites barres repas là, qui est très consistantes, que tu te laisses traîner dans le fond de ton sac quand tu es mal pris pour pas manger ou tu as peur là, de manger ce qu'ils t'offrent. Tu prends une bonne barre repas, ça comble une coupe d'heure et puis tu te laisses aller. Donc, le train de nuit, j'ai goût de te dire, le temps s'arrête. Tu tombes dans une bulle intemporelle, atemporelle, nomme-les comme tu veux. C'est particulier, c'est fascinant. Moi, j'ai adoré ça. C'est épuisant, mais dans la meilleure pour moi que je partais le soir quand tout le monde dormait. Moi, c'était mon fun, là, je lisais beaucoup. Je partais entre les 2 wagons. Il y avait comme une espèce de jonction. Tu avais toujours deux gars qui étaient là pour, je pense, surveiller la jonction. J'allais fumer des cigarettes avec eux. Mais le meilleur moment des trains de nuit, c'est le petit matin quand que les vendeurs itinérants de thé chai rentrent dans le train. Chai, chai, chai! Là, tu te prends 2-3 chai. Là, tu vas voir les mêmes 2 gars avec qui tu as sympathisé toute la nuit à fumer des cigarettes. Et là, ils t'ouvrent la porte. Puis là, tu regardes l'aube réinventer les couleurs qui sont encore sales de brume. Tu as le soleil qui est sur le bord de commencer son chiffre. Puis là, tu te mets à te questionner, je vais-tu arriver à la gare avant le soleil? Ce moment-là est magique. Premier arrêt après le premier train de nuit, c'était la ville d'Agra. La ville d'Agra, en fait, c'est là où se trouve le fameux Taj Mahal qui se passe de présentation. Tu vois des photos actuellement, tu sais de quoi je parle. Ça vaut vraiment la peine. On a passé à peu près 24 heures, là, je te dirais. L'idée, c'était d'aller voir ça au petit matin, puisque ce temple-là, qui est en tout de marbre construit, est incrusté de plein de pierres, de toutes sortes de couleurs. Et donc, la lumière va venir frapper à différentes heures de la journée. Puis je te dirais que du très tôt de petit matin jusqu'à la moitié de la matinée, les couleurs ont changé. C'est des centaines de photos avec des couleurs différentes. Vraiment, ça vaut la peine d'y aller. C'est très touristique, mais comme je disais en introduction, tu ne peux pas bouder le Taj Mahal sous prétexte que c'est touristique.
Donc de Agra, on a repris encore un train de nuit, cette fois-ci pour se diriger vers Varanasi. Varanasi, c'est une ville sainte, c'est une ville sacrée. C'est probablement la ville la plus vieille au monde encore habitée aujourd'hui. Je me suis laissé dire que c'est une ville qui a environ 12 000 ans. Elle n'a pas toujours été comme elle est, mais elle s'est construite au fil du temps. Et quand tu arrives à Varanasi, tu as le sentiment d'être vraiment au Moyen Âge, dans une période antérieure. C'est très mystique. Et donc, et là, évidemment, on est sur le bord du Gange. Là, le Gange est très, très brun, très pollué à ce moment-là. Je vais y revenir tantôt. Et là, tu as des ghats, des marches, hein, des petites marches qui descendent jusqu'au Gange. Et c'est à cet endroit-là que les Indiens souhaitent ou réunissent des économies d'une vie pour espérer mourir à Varanasi. La croyance veut que si tu meurs à Varanasi, tu atteins directement le nirvana. Donc, tu mets fin un peu au cycle des vies sur la Terre. Donc, il y a 2 ghats crématoires aux 2 extrémités de la ville. Et ces ghats-là brûlent des corps, parfois 2, 3, 4 en même temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a même des morts qui font la file pour brûler là. Donc, c'est un endroit où la mort est très présente. On célèbre la mort, mais c'est l'endroit où il y a plus de vie que jamais. Donc, la vie et la mort célèbrent là un tango sublime. Et vraiment, encore une fois, tu te laisses errer dans cet endroit-là et à chaque jour, tu vois des choses différentes. Tu as juste à te promener ou à t'asseoir, tu vas observer des buffles d'eau qui descendent les ghats, une chèvre qui est sur un petit muret à prendre le soleil, un charmeur de serpents qui s'improvise quelque chose, une danse d'hommes qui sont en transe au bruit de percussions un peu saccadées. Tu vas avoir un Indien qui va faire des galettes avec de la bouse de vache pour en faire du combustible. Tu as un mariage à gauche, tu as un monsieur qui se lave, une madame qui se lave les cheveux dans le Gange à droite, gauche-droite, là j'essaie d'être à ta droite puis à ma gauche. Là. Et tu as aussi donc le monsieur qui va laver son linge. Tu as de tout un barbier qui va faire la barbe à un client en plein air. Donc, il y a vraiment quelque chose de mystique, de vibrant. Et cet endroit-là, c'est ritualisé du matin au soir. Le matin, d'abord avec la Ganga Puja. Donc, les gens vont aller aux abords du Gange pour laisser flotter des petits papiers, des petits paniers, donc tressés en osier avec des fleurs et autres encens. Et donc, ils envoient ça avec un rituel, des petites clochettes. Moi, je te suggère, si tu vas à Varanasi le matin, tu te lèves très tôt, tu loues une barque la veille. Et là, tu vas sur le Gange pour vraiment avoir une vue panoramique de tout ça. Et là, tu écoutes les sons, tu écoutes tu sens l'odeur de l'encens qui commence à se diffuser. Et c'est comme ça toute la journée. Et le soir, tu as ce qu'on appelle la Ganga Arti, donc qui est une immense célébration qui est célébrée à tous les jours par les Brahmanes, qui sont en fait les Indiens de la caste la plus élevée en Inde. Et donc, ils font un rituel vraiment hypnotisant. Donc, c'est une espèce de remerciement à la mère Ganga. Alors, c'est un gros rassemblement tous les soirs. Encore une fois, il y a une énergie là qui se dégage, qui est contagieuse, sincèrement. Et Varanasi, donc, tu te demandes peut-être où vont les cendres des corps qui ont brûlé. Bien évidemment, ils s'en vont tous dans le Gange. Les seuls corps qui ne seront pas brûlés, c'est les femmes enceintes, les enfants et les animaux, puisque dans la croyance hindoue, c'est une offrande ou des offrandes à la mère Ganga. Donc, pas besoin de te dire que le fleuve, à cette hauteur-là, il est assez pollué. On a calculé, je pense, 1,5 million de bactéries différentes par litre d'eau. Donc, les Indiens qui vont se purifier là-dedans, je les trouve très courageux. Bon, moi, j'ai peur de me retrouver avec un poil de sadhu dans les dents. Parce que les sadhus, comme je te disais tantôt, les renonçants, tu as différentes catégories, dont les naga sadhus, qui, eux, littéralement, sont nus pour le restant de leur jour. Parce que les sadhus, de manière générale, c'est des renonçants, donc c'est des ascètes qui vont faire le vœu de renoncement pour accélérer, pour mettre fin le plus rapidement possible au cycle des vies sur la Terre. Donc l'idée, c'est d'atteindre le nirvana le plus rapidement possible. Donc les sadhus, il y en a partout en Inde. Et puis, ils sont vénérés, les gens leur donnent l'aumône, évidemment, puisque ça vient nourrir leur banque karmique, hein, parce que le karma, là-bas, est très, très important en Inde. Et si jamais tu veux faire une séance de photos avec des sadhus, c'est possible. Ils ont compris comment ça fonctionnait. Tu donnes un 30-40 roupies, tu peux avoir un bon 5 minutes de séance photo, tu peux prendre tous les clichés que tu veux. Et certains savent comment prendre la pause, ils sont rendus habitués. Des fois, ça enlève un petit peu au charme, mais tu es content de revenir avec des belles photos de sadhus. Bref, Varanasi, je te souhaite ça un jour, c'est génial.
Ensuite, de Varanasi, eh bien, on s'est dirigé encore une fois avec un autre train de nuit d'une 13aine d'heures. Cette fois-ci jusqu'à Calcutta ou Kolkata. Maintenant, on appelle ça Kolkata. J'aimerais ça te parler de Kolkata. Malheureusement, je suis resté là un 24 heures. C'était vraiment un endroit de transit pour nous. Je regrette de ne pas avoir vécu davantage à Calcutta. Je pense que c'est une ville qui avait beaucoup à me présenter, beaucoup à m'offrir. Une raison de plus pour y retourner un jour. Mais n'empêche, pour te situer, Calcutta, c'est là où Mère Teresa a fait son œuvre, donc où elle a habité pendant plusieurs années pour aider les pauvres les plus démunis. Donc, bref, Calcutta, on a rendez-vous, moi et elle, éventuellement un jour, dans cette vie ou dans une autre vie, peu importe. L'Inde, j'aurais pu t'en parler pendant longtemps. Je te souhaite l'Inde un jour. Ce que je retiens, c'est que tu reviens de là, soit tu as aimé, soit tu as détesté, ou soit tu es mitigé. Tu ne sais pas trop. J'ai-tu aimé, j'ai-tu pas aimé? Une chose est sûre, c'est qu'un jour ou l'autre, tu vas retourner en Inde. Que ce soit dans un film, que ce soit dans une trame sonore, que ce soit dans un roman, dans une revue, dans un reportage, que ce soit en vrai, un jour ou l'autre, tu vas te retrouver en Inde d'une quelconque façon pour aller valider justement. J'ai-tu aimé ça? Vraiment? J'ai-tu détesté vraiment? Pourquoi j'étais mitigé? Mais l'Inde a ce pouvoir attractif-là. Et puis, c'est une beauté exceptionnelle. Et je me promets de retourner en Inde encore et encore, si la vie me le permet. Dhanyabad! Donc, en introduction, je t'avais dit que probablement je te ferais des suggestions de lecture. Alors, j'en ai plusieurs à te faire par rapport à l'Inde parce que, comme je t'ai dit tantôt, on retourne régulièrement en Inde et moi, je suis retourné souvent, comme tu peux voir. Et j'en ai d'autres sur la table que je vais te présenter. Donc, d'abord, je te présente L'équilibre du monde de Rohinton Mistry, qui est vraiment un classique. C'est un must. Tu dois absolument lire ça. Toujours avec le même auteur, Un si long voyage. Ici, on a Pascal Bruckner avec le livre Paria, qui traite beaucoup des castes en Inde, donc c'est vraiment incroyable comme livre. J'ai aussi, tantôt je te parlais des sadhus. Il y a Patrick Lévy ici qui a fait un voyage initiatique en Inde justement et qui, pendant plusieurs mois, a donc partagé la vie des sadhus. Donc c'est vraiment, si tu veux comprendre davantage la vie d'un sadhu, tu dois absolument lire ça. Évidemment, de Rabindranath Tagore, donc je vais dire Tagore parce qu'il est mieux connu, c'est un poète indien, donc Au bord du Gange, qui est un extrait de livre qui est vraiment, ça se lit tout seul, c'est vraiment... On a aussi L'odeur de l'Inde de Pier Paolo Pasolini, si jamais tu veux lire ça, ça se lit encore très rapidement. On a évidemment Gandhi, hein, comment passer à côté de Gandhi avec La voie de la non-violence. Et là, je vais extrapoler un petit peu plus mes lectures avec tout l'aspect un peu plus himalayen. Je m'intéresse beaucoup à ces régions-là du monde. Donc, d'abord, tu as l'excellente Alexandra David Néel avec Voyage d'une Parisienne à Lhasa. Donc, écoute, elle, c'est en 1924. Elle est rentrée à Lhasa. À cette époque-là, le pays était fermé aux touristes. Elle a réussi à se faufiler là. Bref, je te raconterai pas le punch. Ensuite, on a Pierre Jourde, avec Le Tibet sans peine. Donc, un récit de voyage super intéressant. On a aussi Élodie Bernard avec Le vol du Pan mène à Lhasa. Donc, encore une fois, un récit de voyage incroyable qui va un peu rejoindre Alexandra David Néel, mais dans une version peut-être un peu plus moderne. Alexandre Poussin et Sylvain Tesson, La marche dans le ciel. Ces deux-là ont traversé les Himalayas à pied sur 6000 km. Ils ont fait 6 mois à traverser les Himalayas à pied. C'est un récit de voyage vraiment... Probablement qu'on ne fera jamais ça, ni vous, ni toi, ni moi. On s'est dit qu'on se tutoyait. Il y a aussi, encore un autre classique, Barjavel avec les chemins de Katmandou. Donc, si tu veux te replonger dans la période hippie des années 70, alors que Katmandou était une destination prisée par les fumeux de toutes sortes de substances, il faut vraiment que tu lises ça. Et je terminerai avec l'excellent Mathieu Ricard, que tu connais sûrement, qui est un Français devenu moine bouddhiste depuis plusieurs années. D'ailleurs, c'est lui le traducteur ou l'interprète en français du Dalai Lama. Donc, La citadelle des neiges. Fait que bonne lecture.